Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h43, c'est le petit déjeuner politique d'Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Vous confirmez votre visite lundi à Béthune sur le site de Bridgestone où le fabricant de pneus veut fermer son usine et licencier plus de 800 salariés. La décision étant prise, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant vraiment ? Donc je vous confirme que j'irai lundi avec ma collègue de l'industrie Agnès Pannier-Runacher pour rencontrer les élus, les représentants des salariés et voir ce qu'on peut faire, quelles sont les prochaines étapes. Cette annonce, elle est brutale, elle est extrêmement choquante. Annoncer la fermeture d'un site qui emploie aujourd'hui 863 salariés sans aucune étude de scénario alternatif, ça n'est pas responsable. Et donc on attend de l'entreprise qu'elle assume ses responsabilités, qu'elle regarde tous les scénarios, et c'est ce qu'on va pouvoir évoquer avec les élus. C'est-à-dire, il pourrait y avoir un retour en arrière, non ? Vous savez, c'est vraiment la responsabilité de l'entreprise de regarder les alternatives. On ne peut pas, comme ça, annoncer qu'on ferme un site. Il y a des outils très puissants qui sont mis en place par l'État, à la fois l'activité partielle de longue durée qui permet de protéger les emplois. Dans le cadre du plan de relance, il y a beaucoup de soutien pour moderniser les outils industriels. Et il faut que l'entreprise nous explique pourquoi elle ne se saisit pas et comment elle peut se saisir de tous ces outils. Et vous pouvez l'obliger encore aujourd'hui à se saisir justement de tous ces outils et à lancer en fait une nouvelle enquête, quoi, en quelque sorte. Quoi, hein, c'est ça. C'est clairement de sa responsabilité d'étudier tous les scénarios. Vous savez, aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont fragilisées. Le travail de mon ministère, de mes équipes, c'est précisément de veiller à ce qu'il y ait du dialogue social, de donner des outils. L'activité partielle de longue durée, c'est un outil très puissant qui permet de répartir l'activité entre les salariés pour garder tous les salariés, garder les compétences. On peut aussi financer, et l'État le fait, on a 1 milliard d'euros qui est prévu pour financer la formation des salariés, pour accompagner, le cas échéant, leur reconversion. Donc c'est la responsabilité de l'entreprise de mobiliser tous ces outils. Mais il n'y avait pas eu d'alerte précédemment ? Vous n'aviez pas été. Ce plan, il est annoncé de façon extrêmement brutale et c'est ça qui est très choquant. Moi, je le dis, on ne laissera pas tomber les élus, on ne laissera pas tomber les salariés. Oui, l'État ne peut pas tout, mais est-ce qu'il faut une réponse aussi européenne, comme le réclame le MEDEF ? Et quelle réponse il peut y avoir ? Enfin, sur ces sujets-là, on a une réponse européenne. C'est la première fois qu'on a un plan de relance qui est soutenu par l'Europe. On a 100 milliards d'euros dans le plan de relance. 40% sont financés par l'État. Par l'Europe, pardon. C'est une première et ça montre qu'on avance, on progresse sur une réponse européenne. Oui. Alors, il y a aussi un débat sur les remboursements d'aides publiques, sur une charte éventuellement quand il y a des aides publiques pour avoir une contrepartie. Est-ce que, de ce point de vue, vous pouvez exiger certaines choses dans ce cas précis ? Alors dans ce cas précis, il n'y a pas eu d'aide publique précédemment, en tout cas pas d'aide de l'État. De façon générale... Il y avait eu quand même une aide à travers le CICE. Oui. Malheureusement, il n'y a pas de contrepartie effectivement dans ce cas-là. Moi, je peux vous dire qu'on est très attentif sur le financement qui est mobilisé dans le cadre du plan de relance, les aides de l'État, à ce qu'effectivement, et je pense que les Français se demandent qu'est-ce que cet argent va avoir comme conséquence positive pour eux. On sera évidemment attentif à ce que ça permette de sauver le maximum d'emplois. Tous les financements qui sont mobilisés dans le cadre du plan de relance doivent permettre de sauver des emplois. C'est le cas de l'activité partielle, je le redis, et puis de créer des nouveaux emplois dans la transition énergétique, dans les mobilités propres, dans le digital, dans les métiers du soin. C'est vraiment ce qu'on veut soutenir au travers de ce plan de relance. Avant un plan d'accompagnement, vous avez encore espoir ce matin, Elisabeth Borne, donc que Bridgestone se saisisse des outils qui existent pour éviter ces licenciements ? Moi, je vous confirme que c'est bien ce qu'on va demander à l'entreprise, de nous expliquer pourquoi elle ne mobilise pas tous ces outils très puissants qui sont mis en place par l'État. Oui. Il y a une ordonnance prise aussi pendant le Covid qui fait un peu polémique. C'est un actionnaire qui peut racheter l'entreprise, qu'il a lui-même déclaré en cessation de paiement. C'est le cas dans les Vosges, c'est le cas d'Alinéa. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'abus avec cette ordonnance ? Alors moi, je trouve qu'on doit se réinterroger sur cette ordonnance qui avait pour objet de permettre effectivement qu'il y ait le maximum de chances de reprise des entreprises. On voit qu'il y a effectivement des cas où c'est mal utilisé.
j'ai saisi mon collègue du ministère de la Justice pour qu'on soit bien très vigilant quand on a un cas de ce type-là au tribunal de commerce, pour que le procureur refuse des offres qui finalement laissent une partie des sites. Elle pourrait être annulée, cette ordonnance ? Cette ordonnance, elle s'arrête à la fin de l'année, mais on va regarder comment on peut éviter effectivement des Parce abus. que vous estimez qu'il y a des abus dans ces cas précis. Moi, je trouve qu'il y a des situations choquantes. Oui, c'est ça. Le chômage partiel, jusqu'à quand vous estimez la nécessité de maintenir ces mesures ? Alors, vous savez qu'on a mis en place cette mesure de façon très rapide, et on a près de 9 millions de Français, je pense que ça mérite qu'on le redise, qui ont vu leur rémunération prise en charge par l'État au plus fort de la crise. On passe à une autre phase maintenant, l'activité partielle de longue durée pour les entreprises, les secteurs qui vont avoir une activité qui est durablement, pendant les prochains mois, en dessous de ce qu'elle était avant la crise. Ça permet de répartir l'activité et donc de ne pas se séparer de salariés et d'en profiter pour les former. Et cette activité partielle de longue durée, elle va durer au moins 2 ans dans les entreprises qui signent des accords. Donc ça suppose qu'il y a un dialogue social dans l'entreprise pour signer des accords et permettre effectivement de protéger les emplois. Là aussi, il peut y avoir des abus. On l'a vu, il y a des chiffres qui sont sortis hier sur des entreprises qui ont abusé du chômage partiel. Alors on a mis en place cette activité partielle de façon très réactive dès le début de la crise. On a fait beaucoup de contrôles, des contrôles a priori, des contrôles a posteriori. Il y a eu à peu près 270 000 contrôles et on a vu effectivement un petit nombre d'entreprises, alors qui a peut-être demandé trop d'argent dans certains cas, voire moins que ce à quoi ils avaient le droit dans d'autres cas, et puis des fraudeurs, des escrocs. Et là, on a pu effectivement les identifier en partie, et on va continuer des contrôles pour effectivement qu'il n'y ait pas d'abus, alors qu'on met en place un véritable bouclier anti-licenciement. Ceux qui s'engouffrent pour effectivement frauder ou faire des escroqueries, je peux vous assurer qu'il y aura des poursuites pénales et qu'on sanctionnera évidemment ces abus. Oui, Elisabeth Borne, vous avez déjà une estimation aussi du nombre de plans sociaux et du chômage là, en cette période, en cette rentrée ? On a effectivement une augmentation des plans sociaux par rapport à l'année dernière. On est à 394 plans sociaux depuis le mois de mars. On en avait 249 l'an dernier. Ça représente beaucoup d'emplois, 57 000 emplois. À chaque fois, c'est un choc dans un territoire. C'est un choc pour les salariés, c'est un choc pour les élus. On a, je le redis, des outils qui permettent d'abord d'éviter les plans sociaux et de limiter les conséquences. Moi, mes équipes, elles sont sur le pont pour faire connaître ces outils aux entreprises et sauver le maximum d'emplois. Oui. La circulation plus active du Covid, quelles sont les consignes que vous donnez aux entreprises, notamment en cas de présence de cas contacts dans les entreprises ? Est-ce que l'entreprise doit fermer, le salarié doit rentrer chez lui ? Que faut-il faire ? En fait, on a un protocole très clair qui s'applique depuis le 1er septembre, qui prévoit effectivement un renforcement des mesures barrières, avec notamment le port du masque systématique quand on est dans des espaces de travail partagés, qui demande de nommer... Avec une distance. Alors, une distance. Là, on a par exemple 1,50 m de distance. On nettoie les surfaces, comme on l'a fait quand je suis arrivé. Vrai. Et effectivement, il y a le port du masque systématique quand on est dans des espaces de travail partagés. Je pense que ces règles, elles sont très importantes. Des entreprises les avaient anticipées et elles ont pu vérifier que quand on met bien en place ces mesures, ça permet de continuer à travailler en protégeant les salariés. Et les entreprises qui ont mis en place ces mesures nous disent qu'il n'y a pas eu de chaîne de contamination. Donc je crois que c'est important qu'on apprenne aujourd'hui que notre pays puisse continuer à vivre malgré la circulation du virus. C'est grâce à ces règles, à ces protocoles en entreprise par exemple, qu'on peut continuer à travailler en toute sécurité. Oui, donc c'est ça. Un cas contact, on n'est pas obligé de fermer l'entreprise. On a des règles, il faut avoir un responsable Covid dans chaque entreprise pour que le salarié puisse être isolé et rentrer chez lui. Vous encouragez encore le télétravail, justement, dans ce contexte ? Alors, ça reste effectivement une pratique qui est fortement recommandée, a priori davantage quand on est dans des zones où le virus circule activement. Ensuite, il faut effectivement que ce soit bien organisé, qu'on ne perde pas le collectif de travail. Là aussi, il peut y avoir des risques d'abus, dans un sens ou dans un autre ? Écoutez, je pense surtout qu'il faut avoir des bonnes pratiques. Il y a une négociation entre les partenaires sociaux. Moi, j'espère qu'ils pourront se mettre d'accord sur justement des règles, des repères qui permettent de tirer tous les bénéfices du télétravail. On économise du temps de transport, c'est moins fatigant. En même temps, c'est important de se retrouver régulièrement avec les équipes pour ne pas perdre le collectif de travail. Un petit mot du dialogue social avec les syndicats qui avaient lancé un appel à la grève hier qui n'a pas été très suivi. Où en êtes-vous justement du dialogue social avec les partenaires sociaux ? C'est vraiment
une de mes priorités, une priorité du gouvernement. Oui. On est à un moment tout à fait inédit. Je pense que les Français peuvent attendre de nous tous qu'on sache travailler ensemble, qu'on trouve des solutions ensemble dans le dialogue social. Donc le dialogue social, c'est la priorité du gouvernement, c'est ma priorité. Oui. Un mot encore, puisqu'on parlait des entreprises. Est-ce qu'on pourrait autoriser les tests sérologiques? Certains le réclament dans les entreprises, sachant que évidemment les laboratoires sont un peu débordés en ce moment. Ce qu'il faut, c'est surtout que ça ne vienne pas concurrencer les laboratoires qui peuvent accueillir des cas ils sont urgents. débordés. Parfois, il faut attendre 2-3 jours. Oui, mais enfin, c'est les mêmes réactifs, vous voyez, c'est les mêmes produits dont on a besoin. Mais moi, j'entends des entreprises qui souhaitent pouvoir organiser ces tests sur le lieu de travail, et ça, on peut l'organiser avec elles. Donc oui, ça pourrait être fait dans les jours qui viennent, quoi. On va regarder comment on peut répondre à cette attente, notamment en ayant des tentes qui sont sur les parkings des entreprises, par exemple. On peut effectivement répondre de cette façon. Elisabeth Borne, un mot aussi sur l'emploi des jeunes. Vous allez vous rendre tout à l'heure dans une mission locale du Val d'Oise pour annoncer quoi? Un plan jeune à destination des décrocheurs, des apprentis également? Notre objectif, c'est aucun jeune sans solution. On sait qu'on a des centaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. On veut une réponse adaptée à chaque jeune. Il y a ce cas des jeunes de 16 à 18 ans. Vous savez, on a des dizaines de milliers de jeunes qui sortent qui quittent leur scolarité avec aucune qualification. Moi, je trouve ça assez révoltant. On a des jeunes qui peuvent être découragés, qui n'ont plus confiance en eux. On a un programme spécifique pour ces jeunes, pour leur permettre de reprendre confiance, de découvrir des métiers dans lesquels ils vont avoir envie de se lancer. Et donc, ce programme, il se mettra en place au mois d'octobre. Je rencontrerai des jeunes dans une mission locale dans le Val d'Oise tout à l'heure pour échanger avec eux sur comment on peut les accompagner pour retrouver un métier. Moi, je suis convaincu vraiment que tous les jeunes ont des secteurs. On avait un hôtelier restaurateur qui nous disait tout à l'heure, je n'arrive toujours pas à trouver en fait des jeunes, quoi. Donc là, il y a un problème sur l'orientation. Il y a beaucoup de métiers qui sont motivants pour les jeunes. Il faut qu'on les accompagne vers ces métiers. Tous les jeunes ont des talents. Et moi, mon objectif, c'est effectivement aucun jeune sur le bord de la route. Est-ce que, Elisabeth Borne, vous pouvez débloquer aussi les choses sur l'apprentissage? Parce qu'il y a actuellement un blocage pour les apprentis et les entreprises, le transfert de contrat qui n'existe pas, c'est-à-dire que si vous allez dans une entreprise, vous ne pouvez pas aller ensuite dans une autre si ça s'arrête. Beaucoup de petites entreprises demandent justement à ce qu'il y ait un assouplissement et les jeunes. On est en train de le regarder. Enfin, vous savez, l'apprentissage, c'est une voie formidable. Moi, je le dis aux jeunes qui réfléchissent à leur avenir. Vraiment, c'est la façon d'être sûr de trouver un métier, un beau métier. Il faut qu'on facilite l'entrée dans l'apprentissage. Notre objectif, c'est d'avoir au moins autant de contrats que l'an dernier. Et effectivement, j'ai eu des demandes sur le transfert de souplesse. Les entreprises, en fait, qui peuvent hésiter. Je précise qu'on a mis en place une prime de 8 000 euros. Bien sûr. Donc ça ne coûte quasiment rien à l'entreprise. Moi, j'entends des petites entreprises qui nous disent si jamais j'ai des difficultés, je ne veux pas laisser tomber le jeune. On va regarder ce point. Que sinon, effectivement, le jeune se retrouve le bec dans l'eau, il est obligé de reprendre à zéro. On fera tout ce qu'il faut pour qu'il y ait le maximum de facilité pour les jeunes pour rentrer dans l'apprentissage qui mène vers des beaux métiers. C'est une bonne nouvelle en direction des petites entreprises et des artisans notamment. Le mot de la fin avec Cécile Demeny. Je vais revenir sur la polémique du jour. Hier, à l'Assemblée nationale, des députés ont quitté la séance, dont une députée La République En Marche, pour contester justement le port du hijab de la représentante des étudiants. Est-ce que vous en auriez fait autant? Est-ce que vous soutenez cette position? Moi, je pense qu'il y a des lois dans notre pays qui n'empêchent pas qu'une personne avec des signes religieux soit auditionnée à l'Assemblée nationale. Moi, je suis pour le respect de la loi, toute la loi et rien que la loi. Donc, je pense qu'il faut éviter de créer de la crispation inutile sur ces sujets. En l'occurrence, moi je vous dis, c'est légitime, cette personne avait le droit et il ne faut pas aller au-delà de nos lois. Oui, mais c'est pas qu'un voile, c'est le hijab. C'est le hijab. Enfin, voilà, il y a des gens qui peuvent venir en soutane avec une kippa, c'est autorisé et évitons d'hystériser le débat. Merci Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, était l'invitée ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, le journal de 8h, bienvenue.